Bienvenue au-dessous des bibliothécaires en version podcast. Dans cet enregistrement, on continue la balade pour rendre hommage à Proust cette année. On vous avait lu les premiers instants, les premiers moments du début de la recherche du temps perdu qui était du côté de chez Swann. Et maintenant, c'est au tour d'À l'ombre des jeunes filles en fleurs. À l'ombre des jeunes filles en fleurs, deuxième tome de la recherche du temps perdu qui a permis à ce que Proust ait le prix Goncourt. Alors c'est un prix Goncourt pour lequel il a bataillé, il a beaucoup communiqué, il s'est fait bien voir, il a tout fait pour l'avoir. Souvent une vision de Proust un petit peu enfermée, comme ça, autiste, alors que là, ça a été vraiment une œuvre de communication hors pair pour décrocher ce prix Goncourt. Amplement mérité, évidemment. Autre chose sur À l'ombre des jeunes filles en fleurs, peut-être un des tomes les plus agréables à lire avec des personnages qui débarquent, qui sont assez chouettes. Il y a Saint-Loup, il y a évidemment Albertine. Voilà, tout c'est quand même le début des thèmes centraux de la recherche du temps perdu de Proust. Et nous allons commencer avec la présentation de deux personnages. Le docteur Cottard et Monsieur de Norpois, qui sont quand même des personnages aussi secondaires, mais importants de la recherche. Le premier moment de l'ombre des jeunes filles en fleurs, c'est une partie qui est dédiée à Madame Swann, et qui s'appelle « Autour de Madame Swann », première partie d'À l'ombre des jeunes filles en fleurs. Ma mère, quand il fut question d'avoir pour la première fois Monsieur de Norpois à dîner, ayant exprimé le regret que le professeur Cottard fût en voyage et qu'elle-même eût entièrement cessé de fréquenter Swann, car l'un et l'autre eussent sans doute intéressé l'ancien ambassadeur. Mon père répondit qu'un convive éminent, un savant illustre, comme Cottard, ne pouvait jamais mal faire dans un dîner, mais que Swann, avec son ostentation, avec sa manière de crier sur les toits, ses moindres relations, était un vulgaire esbrouffeur que le marquis de Norpois eût sans doute trouvé, selon son expression, puant. Or, cette réponse de mon père demande quelques mots d'explication. Certaines personnes se souvenant peut-être d'un Cottard bien médiocre et d'un Swann poussant jusqu'à la plus extrême délicatesse, en matière mondaine, la modestie et la discrétion. Mais pour ce qui regarde celui-ci, il était arrivé qu'au fils Swann, et aussi au Swann du jockey, l'ancien ami de mes parents avait ajouté une personnalité nouvelle, et qui ne devait pas être la dernière, celle de Marie d'Odette. Adaptant aux humbles ambitions de cette femme l'instinct, le désir, l'industrie qu'il avait toujours eu, il s'était ingénié à se bâtir fort au-dessous de l'ancienne une position nouvelle et appropriée à la compagne qui l'occuperait avec lui. Or, il s'y montrait un autre homme, puisque, tout en continuant à fréquenter seul ses amis personnels, à qui il ne voulait pas imposer Odette quand il ne lui demandait pas spontanément à la connaître. C'était une seconde vie qu'il commençait, en commun avec sa femme, au milieu d'êtres nouveaux. On eût encore compris que pour mesurer le rang de ceux-ci, et par conséquent le plaisir d'amour-propre qu'il pouvait éprouver à les recevoir, il se fut servi comme point de comparaison, non pas des gens les plus brillants qui formaient sa société avant son mariage, mais des relations antérieures d'Odette. Mais même quand on savait que c'était avec d'inélégants fonctionnaires, avec des femmes tarées, parures des bals de ministère, qu'il désirait de se lier, on était étonné de l'entendre, lui qui autrefois, et même encore aujourd'hui, dissimulait si gracieusement une invitation de Twickenham ou de Buckingham Palace, faire sonner bien haut que la femme d'un sous-chef de cabinet était venue rendre visite à Madame Swann. On dira peut-être que cela tenait à ce que la simplicité du Swann élégant n'avait été chez lui qu'une forme plus raffinée de la vanité, et que, comme certains Israélites, l'ancien ami de mes parents avait pu présenter tour à tour les états successifs par où avaient passé ceux de sa race, depuis le snobisme le plus naïf et la plus grossière goujaterie, jusqu'à la plus fine politesse. Mais la principale raison, et celle-là applicable à l'humanité en général, était que nos vertus elles-mêmes ne sont pas quelque chose de libre, de flottant, de quoi nous gardions la disponibilité permanente.
elles finissent par s'associer si étroitement dans notre esprit avec les actions à l'occasion desquelles nous nous sommes fait un devoir de les exercer, que si surgit pour nous une activité d'un autre ordre, elle nous prend au dépourvu, et sans que nous ayons seulement l'idée qu'elle pourrait comporter la mise en œuvre de ces mêmes vertus. Swann, empressé avec ces nouvelles relations et les citant avec fierté, était comme ces grands artistes modestes ou généreux qui, s'ils se mettent à la fin de leur vie à se mêler de cuisine ou de jardinage, étalent une satisfaction naïve des louanges qu'on donne à leurs plats ou à leurs plates-bandes, pour lesquels ils n'admettent pas la critique qu'ils acceptent aisément s'il s'agit de leur chef-d'œuvre. Ou bien qui, donnant une de leurs œuvres pour rien, ne peuvent en revanche, sans mauvaise humeur, perdre 40 sous au domino. Quant au professeur Cottard, on le verra longuement beaucoup plus loin chez la patronne, au château de la Raspelière. Qu'il suffise actuellement, à son égard, de faire observer d'abord ceci. Pour Swann, à la rigueur le changement peut surprendre puisqu'il était accompli et non soupçonné de moi, quand je voyais le père de Gilberte aux Champs-Élysées. Ou d'ailleurs, ne m'adressant pas la parole, il ne pouvait faire étalage devant moi de ses relations politiques. Il est vrai que s'il l'eût fait, je ne me fusse peut-être pas aperçu tout de suite sa vanité, car l'idée qu'on s'est faite longtemps d'une personne bouche les yeux et les oreilles. Ma mère, pendant 3 ans, ne distingua pas plus le phare qu'une de ses nièces se mettait aux lèvres, que s'il eût été invisiblement dissous entièrement dans un liquide. Jusqu'au jour où une parcelle supplémentaire, ou bien quelque autre cause, amena le phénomène appelé sursaturation. Tout le phare non aperçu cristallisa, et ma mère, devant cette débauche soudaine de couleur, déclara, comme on eût fait à Combray, que c'était une honte, et cessa presque toute relation avec sa nièce. Mais pour Cottard, au contraire, l'époque où on l'a vu assister au début de Swann chez les Verdurins était déjà assez lointaine. Or, les honneurs, les titres officiels viennent avec les années. Deuxièmement, on peut être illettré, faire des calembours stupides et posséder un don particulier qu'aucune culture générale ne remplace, comme le don du grand stratège ou du grand clinicien. Ce n'est pas seulement, en effet, comme un praticien obscur devenu à la longue notoriété européenne que ses confrères considéraient Cottard. Les plus intelligents d'entre les jeunes médecins déclarèrent, au moins pendant quelques années, car les modes changent, étant nées elles-mêmes du besoin de changement, que si jamais ils tombaient malades, Cottard était le seul maître auquel ils confieraient leur peau. Sans doute, ils préféraient le commerce de certains chefs plus lettrés, plus artistes, avec lesquels ils pouvaient parler de Nietzsche, de Wagner. Quand on faisait de la musique chez Madame Cottard, aux soirées où elle recevait, avec l'espoir qu'il devint un jour doyen de la faculté, les collègues et les élèves de son mari, celui-ci, au lieu d'écouter, préférait jouer aux cartes dans un salon voisin. Mais on vantait la promptitude, la profondeur, la sûreté de son coup d'œil, de son diagnostic. En troisième lieu, en ce qui concerne l'ensemble de façons que le professeur Cottard montrait à un homme comme mon père, remarquons que la nature, que nous faisons paraître dans la seconde partie de notre vie, n'est pas toujours, si elle l'est souvent, notre nature première développée ou flétrie, grossie ou atténuée. Elle est quelquefois une nature inverse, un véritable vêtement retourné. Sauf chez les Verdurins, qui s'étaient engoués de lui. L'air hésitant de Cottard, sa timidité, son amabilité excessive, lui avaient dans sa jeunesse valu de perpétuels brocards. Quel ami charitable lui conseilla l'air glacial. L'importance de sa situation lui rendit plus aisé de le prendre. Partout, sinon chez les Verdurins, où il redevenait instinctivement lui-même. Il se rendit froid, volontiers silencieux, péremptoire, quand il fallait parler. N'oubliez pas de dire des choses désagréables. Il put faire l'essai de cette nouvelle attitude devant des clients qui, ne l'ayant pas encore vu,
n'étaient pas à même de faire des comparaisons et eussent été bien étonnés d'apprendre qu'il n'était pas un homme d'une rudesse naturelle. C'est surtout à l'impassibilité qu'il s'est forcé, et même dans son service d'hôpital. Quand il débitait quelques-uns de ces calembours qui faisaient rire tout le monde, du chef de clinique au plus récent externe, il le faisait toujours sans qu'un muscle bougeât dans sa figure, d'ailleurs méconnaissable, depuis qu'il avait rasé barbe et moustache. Disons pour finir, qui était le marquis de Norpois? Il avait été ministre plénipotentiaire avant la guerre et ambassadeur au 16 mai. Et malgré cela, au grand étonnement de beaucoup, chargé plusieurs fois depuis de représenter la France dans des missions extraordinaires, et même comme contrôleur de la dette en Égypte, où grâce à ses grandes capacités financières, il avait rendu d'importants services. Par des cabinets radicaux qu'un simple bourgeois réactionnaire se fut refusé à servir, et auxquels le passé de M. de Norpois, ses attaches, ses opinions eussent dû le rendre suspect. Mais ces ministres avancés semblaient se rendre compte qu'ils montraient par une telle désignation quelle largeur d'esprit était la leur dès qu'il s'agissait des intérêts supérieurs de la France. Se mettaient hors de pair des hommes politiques en méritant que le journal des débats lui-même les qualifiât d'hommes d'État, et bénéficiaient enfin du prestige qui s'attache à un nom aristocratique, et de l'intérêt qu'éveille, comme un coup de théâtre, un choix inattendu. Et il savait aussi que ces avantages, il pouvait, en faisant appel à M. de Norpois, les recueillir sans avoir à craindre de celui-ci un manque de loyalisme politique, contre lequel la naissance du marquis devait non pas les mettre en garde, mais les garantir. Et en cela, le gouvernement de la République ne se trompait pas. C'est d'abord parce qu'une certaine aristocratie, élevée dès l'enfance à considérer son nom comme un avantage intérieur, que rien ne peut lui enlever, et dont ses pairs, ou ceux qui sont de naissance plus haute encore, connaissent assez exactement la valeur. C'est qu'elle peut s'éviter, car il ne lui ajouterait rien. Les efforts que, sans résultat ultérieur appréciable, font tant de bourgeois pour ne professer que des opinions bien portées et ne fréquenter que des gens bien pensants. En revanche, soucieuse de se grandir aux yeux des familles princières ou ducales, au-dessous desquelles elle est immédiatement située, cette aristocratie sait qu'elle ne le peut qu'en augmentant son nom de ce qu'il ne contenait pas, de ce qui fait qu'à nom égal, elle prévaudra. Une influence politique, une réputation littéraire ou artistique, une grande fortune. Et les frais dont elle se dispense à l'égard de l'inutile hobereau recherché des bourgeois et de la stérile amitié duquel un prince ne lui saurait aucun gré. Elle les prodiguera aux hommes politiques, fussent-ils francs-maçons, qui peuvent faire arriver dans les ambassades ou patronner dans les élections aux artistes ou aux savants, dont l'appui aide à percer dans la branche de prime, à tous ceux enfin qui sont en mesure de conférer une illustration nouvelle ou de faire réussir un riche mariage. Mais en ce qui concernait M. de Norpois, il y avait surtout que dans une longue pratique de la diplomatie, il s'était imbu de cet esprit négatif, routinier, conservateur, dit esprit de gouvernement, et qui est en effet celui de tous les gouvernements, et en particulier, sous tous les gouvernements, l'esprit des chancelleries. Il avait puisé dans la carrière l'aversion, la crainte et le mépris de ces procédés plus ou moins révolutionnaires et à tout le moins incorrects, que sont les procédés des oppositions. Sauf chez quelques illettrés du peuple et du monde, pour qui la différence des genres est lettre morte. Ce qui rapproche, ce n'est pas la communauté des opinions, c'est la consanguinité des esprits. Un académicien du genre de Legouvé, et qui serait partisan des classiques, eût applaudi plus volontiers à l'éloge de Victor Hugo par Maxime Ducamp ou Mézières qu'à celui de Boileau par Claudel. Un même nationalisme suffit à rapprocher Barrès de ses électeurs, qui ne doivent pas faire grande différence entre lui et M. Georges Berry, mais non de ceux de ses collègues de l'Académie, qui, ayant ses opinions politiques, mais un autre genre d'esprit, lui préféreront même des adversaires,
comme messieurs Ribot et Deschanel, dont à leur tour de fidèles monarchistes se sentent beaucoup plus près que de Maurras et de Léon Daudet, qui souhaitent cependant aussi le retour du roi. Avare de ces mots non seulement par pli professionnel de prudence et de réserve, mais aussi parce qu'ils ont plus de prix, offrent plus de nuances aux yeux d'hommes dont les efforts de 10 années pour rapprocher deux pays se résument, se traduisent, dans un discours, dans un protocole, par un simple adjectif, banal en apparence, mais où il voit tout un monde. Monsieur de Norpois passait pour très froid à la commission, où il siégeait à côté de mon père, et où chacun félicitait celui-ci de l'amitié que lui témoignait l'ancien ambassadeur. Elle étonnait mon père tout le premier, car étant généralement peu aimable, il avait l'habitude de n'être pas recherché en dehors du cercle de ses intimes, et l'avouait avec simplicité. Il avait conscience qu'il y avait dans les avances du diplomate un effet de ce point de vue tout individuel, où chacun se place pour décider de ses sympathies, et d'où toutes les qualités intellectuelles ou la sensibilité d'une personne ne seront pas, auprès de l'un de nous, qu'elle ennuie ou agace, une aussi bonne recommandation que la rondeur et la gaieté d'une autre, qui passerait aux yeux de beaucoup pour vide, frivole et nul. De Norpois m'a invité de nouveau à dîner. C'est extraordinaire. Tout le monde en est stupéfait à la commission, où il n'a de relations privées avec personne. Je suis sûr qu'il va encore me raconter des choses palpitantes sur la guerre de 70. Mon père savait que seul peut-être Monsieur de Norpois avait averti l'empereur de la puissance grandissante et des intentions belliqueuses de la Prusse, et que Bismarck avait pour son intelligence une estime particulière. Dernièrement encore, à l'opéra, pendant le gala offert au roi Théodose, les journaux avaient remarqué l'entretien prolongé que le souverain avait accordé à Monsieur de Norpois. Il faudra que je sache si cette visite du roi a vraiment de l'importance, nous dit mon père qui s'intéressait beaucoup à la politique étrangère. Je sais bien que le père Norpois est très boutonné, mais avec moi, il s'ouvre si gentiment. Quant à ma mère, peut-être l'ambassadeur n'avait-il pas par lui-même le genre d'intelligence vers lequel elle se sentait le plus attirée. Et je dois dire que la conversation de M. de Norpois était un répertoire si complet, des formes surannées du langage particulier à une carrière, à une classe et à un temps qui pour cette carrière et cette classe-là pourrait bien ne pas être tout à fait aboli, que je regrette parfois de n'avoir pas retenu purement et simplement les propos que je lui ai entendu tenir. J'aurais ainsi obtenu un effet de démodé, à aussi bon compte et de la même façon que cet acteur du Palais Royal à qui on demandait où il pouvait trouver ses surprenants chapeaux et qui répondait « Je ne trouve pas mes chapeaux, je les garde ». En un mot, je crois que ma mère jugeait M. de Norpois un peu vieux jeu, ce qui était loin de lui sembler déplaisant au point de vue des manières, mais la charmait moins dans le domaine, sinon des idées, car celle de M. de Norpois était fort moderne, mais des expressions. Seulement, elle sentait que c'était flatter délicatement son mari que de lui parler avec admiration du diplomate, qui lui marquait une prédilection si rare. En fortifiant dans l'esprit de mon père la bonne opinion qu'il avait de M. de Norpois, et par là, en le conduisant à prendre une bonne aussi de lui-même, il avait conscience de remplir celui de ses devoirs qui consistait à rendre la vie agréable à son époux, comme elle faisait quand elle veillait à ce que la cuisine fût soignée et le service silencieux. Et comme elle était incapable de mentir à mon père, elle s'entraînait elle-même à admirer l'ambassadeur, pour pouvoir le louer avec sincérité. D'ailleurs, elle goûtait naturellement son air de bonté, sa politesse un peu désuète, et si cérémonieuse que quand, marchant en redressant sa haute taille, il apercevait ma mère qui passait en voiture. Avant de lui envoyer un coup de chapeau, il jetait au loin un cigare, à peine commencé. Sa conversation si mesurée, où il parlait de lui-même le moins possible et tenait toujours compte de ce qui pouvait être agréable à l'interlocuteur. Sa ponctualité tellement surprenante
à répondre à une lettre, que quand, venant de lui en envoyer une, mon père reconnaissait l'écriture de M. de Norpois sur une enveloppe, son premier mouvement était de croire que, par mauvaise chance, leur correspondance s'était croisée. On eût dit qu'il existait pour lui à la poste des levées supplémentaires et de luxe. Ma mère s'émerveillait qu'il fût si exact, quoique si occupé, si aimable, quoique si répandu, sans songer que les quoique sont toujours des parce que méconnus, et que, de même que les vieillards sont étonnants pour leur âge, les rois pleins de simplicité et les provinciaux au courant de tout, c'étaient les mêmes habitudes qui permettaient à M. de Norpois de satisfaire à tant d'occupations et d'être si ordonné dans ses réponses, de plaire dans le monde et d'être aimable avec nous. De plus, l'erreur de ma mère, comme celle de toutes les personnes qui ont trop de modestie, venait de ce qu'elle mettait les choses qui la concernaient au-dessous, et par conséquent en dehors des autres. La réponse qu'elle trouvait que l'ami de mon père avait eu tant de mérite à nous adresser rapidement parce qu'il écrivait par jour beaucoup de lettres, elle l'acceptait de ce grand nombre de lettres, dont ce n'était que de l'une. De même, elle ne considérait pas qu'un dîner chez nous fût, pour M. de Norpois, un des actes innombrables de sa vie sociale. Elle ne songeait pas que l'ambassadeur avait été habitué autrefois, dans la diplomatie, à considérer les dîners en ville comme faisant partie de ses fonctions, et à déployer une grâce invertébrée, dont c'eût été trop lui demander que de se départir pour extraordinaire quand il venait chez nous. Le premier dîner que M. de Norpois fit à la maison, une année où je jouais encore aux Champs-Élysées, est resté dans ma mémoire, parce que l'après-midi de ce même jour fut celui où j'allais enfin entendre la Berma, en matinée, dans Phèdre, et aussi parce qu'en causant avec M. de Norpois, je me rendis compte tout d'un coup, d'une façon nouvelle, combien les sentiments éveillés en moi par tout ce qui concernait Gilberte Swann et ses parents différaient de ceux que cette même famille faisait éprouver à n'importe quelle autre personne. Ce fut sans doute en remarquant l'abattement où me plongeait l'approche des vacances du jour de l'an, pendant lesquelles, comme on me l'avait annoncé elle-même, je ne devais pas voir Gilberte, qu'un jour, pour me distraire, ma mère me dit « Si tu as encore le même grand désir d'entendre la Berma, je crois que ton père permettrait peut-être que tu ailles. Ta grand-mère pourrait t'y emmener. » Mais c'était parce que M. de Norpois lui avait dit qu'il devrait me laisser entendre la Berma, que c'était pour un jeune homme un souvenir à garder, que mon père, jusque-là si hostile à ce que j'allasse perdre mon temps et risquer de prendre du mal, pour ce qu'il appelait, au grand scandale de ma grand-mère, des inutilités, n'était plus loin de considérer cette soirée préconisée par l'ambassadeur comme faisant vaguement partie d'un ensemble de recettes précieuses pour la réussite d'une brillante carrière. Ma grand-mère, qui en renonçant pour moi au profit que selon elle, j'aurais trouvé à entendre la Berma, avait fait un gros sacrifice à l'intérêt de ma santé, s'étonnait que celui-ci devint négligeable sur une seule parole de M. de Norpois, mettant ses espérances invincibles de rationaliste dans le régime de grand air et de coucher de bonne heure qui m'avait été prescrit. Elle déplorait comme un désastre cette infraction que j'allais y faire, et sur un ton navré disait « Comme vous êtes léger !» à mon père qui, furieux, répondait « Comment ? C'est vous-même, maintenant, qui ne voulez pas qu'il y aille. C'est un peu fort, vous qui nous répétiez tout le temps que cela pouvait lui être utile. » Mais M. de Norpois avait changé sur un point bien plus important pour moi, les intentions de mon père. Celui-ci avait toujours désiré que je fusse diplomate. Et je ne pouvais supporter l'idée que même si je devais rester quelque temps attaché au ministère, je risquasse d'être envoyé un jour comme ambassadeur dans des capitales que Gilberte n'habiterait pas. J'aurais préféré revenir au projet littéraire que j'avais autrefois formé et abandonné au cours de mes promenades du côté de Guermantes. Mais mon père avait fait une constante opposition à ce que je me destinasse à la carrière des lettres, qu'il estimait fort inférieure
à la diplomatie, lui refusant même le nom de carrière. Jusqu'au jour où M. de Norpois, qui n'aimait pas beaucoup les agents diplomatiques des nouvelles couches, lui avait assuré qu'on pouvait, comme écrivain, s'attirer autant de considération, exercer d'action et garder plus d'indépendance que dans les ambassades. Eh bien, je ne l'aurais pas cru. Le père Norpois n'est pas du tout opposé à l'idée que tu fasses de la littérature, m'avait dit mon père. Et comme assez influent lui-même, il croyait qu'il n'y avait rien qui ne s'arrangeât, ne trouvât sa solution favorable dans la conversation des gens importants. Je le ramènerai dîner un de ces soirs en sortant de la commission. Tu causeras un peu avec lui pour qu'il puisse t'apprécier. Écris quelque chose de bien, que tu puisses lui montrer. Il est très lié avec le directeur de la Revue des Deux Mondes. Il t'y fera entrer, il réglera cela, c'est un vieux malin. Et ma foi, il a l'air de trouver que la diplomatie, aujourd'hui... Le bonheur que j'aurais à ne pas être séparé de Gilberte me rendait désireux, mais non capable d'écrire une belle chose qui peut être montrée à M. Norpois. Après quelques pages préliminaires, l'ennui me faisant tomber la plume des mains, je pleurais de rage en pensant que je n'aurais jamais de talent, que je n'étais pas doué et ne pourrais même pas profiter de la chance que la prochaine venue de M. de Norpois m'offrait de rester toujours à Paris. Seule l'idée qu'on allait me laisser entendre la Berma me distrayait de mon chagrin. Mais de même que je ne souhaitais voir des tempêtes que sur les côtes où elles étaient les plus violentes, de même, je n'aurais voulu entendre la grande actrice que dans un de ses rôles classiques où Swann m'avait dit qu'elle touchait au sublime. Car quand c'est dans l'espoir d'une découverte précieuse que nous désirons recevoir certaines impressions de nature ou d'art, nous avons quelques scrupules à laisser notre âme accueillir à leur place des impressions moindres, qui pourraient nous tromper sur la valeur exacte du beau. La Berma, dans Andromaque, dans les Caprices de Marianne, dans Phèdre, c'était de ces choses fameuses que mon imagination avait tant désiré. J'aurais le même ravissement que le jour où une gondole m'emmènerait au pied du Titien des Frari ou des Carpaccio de San Giorgio dei Schiavoni. Si jamais j'entendais réciter par la Berma les vers « On dit qu'un prompt départ vous éloigne de nous, Seigneur, etc. » Je les connaissais par la simple reproduction en noir et blanc qu'on donne les éditions imprimées. Mais mon cœur battait quand je pensais, comme à la réalisation d'un voyage, que je les verrais enfin baigner effectivement dans l'atmosphère et l'ensoleillement de la voie dorée. Un Carpaccio à Venise, la Berma dans Phèdre, chef-d'œuvre d'art pictural ou dramatique que le prestige qui s'attachait à eux rendait en moi si vivant, c'est-à-dire si indivisible, que si j'avais été voir des Carpaccio dans une salle du Louvre, ou la Berma dans quelques pièces dont je n'aurais jamais entendu parler, je n'aurais plus éprouvé le même étonnement délicieux d'avoir enfin les yeux ouverts devant l'objet inconcevable et unique de tant de milliers de mes rêves. Puis, attendant du jeu de la Berma des révélations sur certains aspects de la noblesse, de la douleur, il me semblait que ce qu'il y avait de grand, de réel dans ce jeu, devait l'être davantage si l'actrice le superposait à une œuvre d'une valeur véritable, au lieu de broder en somme du vrai et du beau sur une trame médiocre et vulgaire. Enfin, si j'allais entendre la Berma dans une pièce nouvelle, il ne me serait pas facile de juger de son art, de sa diction, puisque je ne pourrais pas faire le départ entre un texte que je ne connaîtrais pas d'avance et ce que lui ajouteraient des intonations et des gestes qui me sembleraient faire corps avec lui. Tandis que les œuvres anciennes, que je savais par cœur, m'apparaissaient comme de vastes espaces réservés et tout près, où je pourrais apprécier en pleine liberté les inventions dont la Berma les couvrirait, comme à fresque des perpétuelles trouvailles de son inspiration. Malheureusement, depuis des années qu'elle avait quitté les grandes scènes et faisait la fortune d'un théâtre de boulevard dont elle était l'étoile, elle ne jouait plus de classique.
Et j'avais beau consulter les affiches, elles n'annonçaient jamais que des pièces toutes récentes, fabriquées exprès pour elle par des auteurs en vogue. Quand un matin, cherchant sur la colonne des théâtres les matinées de la semaine du jour de l'an, j'y vis pour la première fois, en fin de spectacle, après un lever de rideau probablement insignifiant dont le titre me sembla opaque parce qu'il contenait tout le particulier d'une action que j'ignorais. 2 actes de Phèdre avec Madame Berma. Et aux matinées suivantes, le demi-monde, les caprices de Marianne. Nom qui, comme celui de Phèdre, était pour moi transparent, rempli seulement de clarté. Tant l'œuvre m'était connue, illuminée jusqu'au fond d'un sourire d'art. Ils me parurent ajouter de la noblesse à Madame Berma elle-même, quand je lus dans les journaux, après le programme de ces spectacles, que c'était elle qui avait résolu de se montrer de nouveau au public dans quelques-unes de ses anciennes créations. Donc, l'artiste savait que certains rôles ont un intérêt qui survit à la nouveauté de leur apparition ou au succès de leur reprise. Elle les considérait, interprétés par elle, comme des chefs-d'œuvre de musée qu'il pouvait être instructif de remettre sous les yeux de la génération qui l'y avait admirée ou de celle qui ne l'y avait pas vue. En faisant afficher ainsi, au milieu de pièces qui n'étaient destinées qu'à faire passer le temps d'une soirée, Phèdre, dont le titre n'était pas plus long que les leurs et n'était pas imprimé en caractères différents, elle y ajoutait comme le sous-entendu d'une maîtresse de maison qui, en vous présentant à ses convives au moment d'aller à table, vous dit au milieu des noms d'invités, qui ne sont que des invités, et sur le même ton qu'elle a cité les autres, Monsieur Anatole France. Et voilà pour le début de la recherche du temps perdu, le 2e tome, à l'ombre des jeunes filles en fleurs. Je vous invite vraiment à lire la suite, c'est assez, je trouve assez délicieux à découvrir, à redécouvrir Proust. Bien évidemment, c'est l'année Proust, alors vous pouvez trouver des émissions, des podcasts, des livres autour de ce grand écrivain. Ne vous privez pas. À la bibliothèque, on vous propose des lectures, des critiques de livres, des piles à lire, des animations diverses et variées. Et vous nous retrouvez tous les jeudis soirs à 19h. Merci pour votre fidélité et à très vite.